Alors, je suis Éliane Bourassa, conseillère d'orientation en pratique privée depuis 2008. Je travaille principalement avec une clientèle en réadaptation référée par la SAAC, des compagnies d'assurance et certains programmes d'aide aux employés. Alors bonjour, je me présente, Louise Simard, je suis conseillère d'orientation à l'IRDPQ, c'est-à-dire l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, plus particulièrement au programme des personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Le traumatisme crânio-cérébral, c'est un diagnostic qui apparaît suite à un coup à la tête et puis qui peut se qualifier à 3 niveaux, soit de léger, modéré ou grave. Moi, dans le fond, j'interviens à l'intérieur d'une équipe interdisciplinaire. J'interviens peu de temps auprès des clients, peu de temps après leur accident. Dans le fond, je fais partie de l'équipe médicale et puis un de mes rôles, c'est d'aider l'équipe à statuer sur le pronostic d'employabilité de la personne. C'est-à-dire, est-ce que on croit qu'en raison des séquelles de l'accident, c'est un individu qui va pouvoir réintégrer le marché du travail. Ma clientèle se compose généralement de jeunes étudiants ou de jeunes qui avaient des questions concernant leur orientation professionnelle. Et puis au niveau du diagnostic, c'est habituellement des gens qui ont un diagnostic de traumatisme crânien modéré ou grave. Bonjour. Bon, alors, je me présente, mon nom est Marie Ducharme, je suis conseillère d'orientation et je suis aussi, j'occupe ici un poste à l'UQAM comme conseillère à l'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap. Alors, principalement, ma tâche est d'accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire à l'université, particulièrement dans leur soutien aux études, que ce soit pour développer des stratégies compensatoires par rapport à leur incapacité et aussi de développer avec eux des aménagements qui permettent de faire un parcours réussi à l'université. Particulièrement, ma clientèle, je m'occupe des gens qui ont des troubles mentaux, des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des gens qui ont des troubles d'apprentissage et des gens qui ont un spectre de l'autisme. Alors, c'est ma spécialité. Je m'occupe aussi de d'autres clientèles, mais particulièrement, on m'a attitré cette clientèle-là. Alors, les défis, dans le fond, auxquels on doit faire face en réadaptation, je dirais, c'est principalement le processus de deuil. Il faut aider le client, en fait, à faire le deuil de son emploi qu'il faisait avant et qu'il ne peut plus exercer suite à un accident de la route, dans le cas de la SAC. Il faut aussi l'aider à faire le deuil, d'une certaine façon, de ses capacités physiques qui ne sont plus les mêmes, qui sont souvent diminuées là, suite à l'accident. Alors, une personne qui a, par exemple, un secondaire 2, qui a travaillé dans le domaine de la construction pendant des années, qui a des fois certaines difficultés à lire, à écrire et qui maintenant doit se réorienter, ça peut être quand même assez difficile là, pour elle de s'imaginer être capable de faire autre chose que le travail manuel qu'elle faisait avant. Donc, c'est important pour le conseiller d'orientation, en fait, d'être capable de l'aider à se refaire une identité ou à découvrir une nouvelle identité, en fait, suite à cet accident-là et avec la vision réaliste, en fait, de sa capacité actuelle. Alors, ce que je rencontre beaucoup au niveau de cette clientèle-là, c'est tout ce qui est la méconnaissance de cette clientèle-là et la stigmatisation qu'ils peuvent souffrir au niveau milieu universitaire. Ces étudiants-là arrivent ici avec un parcours atypique au niveau scolaire. Leur insertion à l'université présente des obstacles importants et mon défi un peu, c'est d'un peu de les recevoir, de les rassurer, d'établir rapidement une alliance avec l'étudiant et de voir un peu qu'est-ce qu'il a besoin pour réussir son parcours professionnel. Au niveau des professeurs aussi, c'est la même chose, la stigmatisation, la méconnaissance, c'est toujours un peu cette difficulté-là qu'on peut vivre avec les étudiants.
et les professeurs. Alors, ça aussi, j'ai du travail de démystification auprès des professeurs. Je dirais que mon rôle est un peu de la psychoéducation, beaucoup dans le travail que j'ai à faire, autant avec les étudiants, autant avec le corps professoral et même avec tous les gens qui œuvrent à l'UQAM au niveau des services ou du personnel qui entoure l'étudiant. Alors ça, c'est sûr que c'est un grand défi. Les problématiques les plus courantes qu'on rencontre dans le secteur de la réadaptation sont reliées, je dirais, premièrement à la déficience, c'est-à-dire que chaque type de déficience présente sa propre particularité. Donc, c'est important de connaître le profil de capacité et d'incapacité relié au diagnostic physique, et puis aussi de connaître les conditions du milieu, c'est-à-dire les exigences du programme de formation, les exigences au niveau du poste de travail, et puis ensuite d'être capable de faire un lien entre les exigences du profil de capacité et les conditions du milieu. Puis aussi, un autre défi, c'est de travailler avec toutes les limitations fonctionnelles de la personne. Suite à l'accident, il y a une expertise médicale qui est faite et la personne, on lui établit un profil de restriction physique, en fait, de limitation fonctionnelle. Donc, nous, comme conseillers d'orientation, on doit trouver un emploi qui soit en respect avec toutes ces limitations-là. Donc, une personne, par exemple, qui, dans sa limitation fonctionnelle, doit éviter de pousser, porter, soulever ou tirer des charges de plus de 10 kg ou éviter de marcher plus de 30 minutes ou éviter les terrains accidentés. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit prendre en considération pour réussir à avoir des pistes d'emploi qui soient en fait en limitation, en accord, dans le fond, avec le profil de restriction physique de la personne. Un défi aussi qu'on a à rencontrer en milieu universitaire, c'est tout l'encadrement universitaire. Je m'explique, c'est qu'il y a des exigences académiques à respecter. Donc, l'étudiant doit aussi réussir au même titre que les autres. Alors, expliquer et bien peser les aménagements, les stratégies à développer, ainsi que les exigences académiques qui doivent être les mêmes pour tout le monde, ça, c'est un défi. Alors, il faut que j'explique bien à l'étudiant ce qu'il peut avoir et ce qu'il doit faire pour bien réussir, ainsi qu'au professeur. Je dois faire la même explication. Alors ça, c'est un défi de taille. On a aussi les problématiques reliées au plan de l'orientation professionnelle. C'est sûr qu'il faut tenir compte de l'âge auquel apparaît la déficience. C'est-à-dire que si c'est un accident qui arrive chez un adolescent, par exemple, qui était déjà en quête d'identité, qui se demandait déjà qu'est-ce qu'il va faire plus tard, puis là, il arrive un accident qui cause un handicap, ça complique beaucoup là, l'aspect de l'orientation professionnelle. Ce que je remarque, moi, régulièrement dans ma pratique, c'est que les étudiants qui ont un accident sont très pressés de reprendre les études. Souvent, ils ne sont pas toujours prêts à entreprendre leur programme de formation, mais pour eux, c'est comme retrouver le milieu de vie et puis aussi, c'est reprendre un peu la normalité. Donc, ça cause une problématique parce que l'étudiant n'est pas nécessairement prêt là, à cette étape-là. Le défi aussi, au niveau de la réadaptation, c'est aussi d'être capable de travailler en équipe multidisciplinaire parce qu'il y a beaucoup d'agents au dossier. Encore là, si on prend un dossier de la SAC, on doit travailler en collaboration avec le conseiller en réadaptation. On doit travailler aussi avec le rapport de l'ergothérapeute, le rapport de la physiothérapeute. Des fois, il y a aussi des avocats qui sont dans les dossiers. Donc, c'est un autre défi aussi d'être capable de travailler avec, en fait, tout ce monde-là. Il y a aussi le défi de la rédaction de rapports aussi, qui est quelque chose là, qui est assez important parce que tout doit être détaillé dans le processus parce que par la suite, la SAC va se baser en partie sur le rapport d'orientation pour prendre une décision dans le dossier du client. Donc, la décision qui est prise, dans le fond, peut avoir un impact quand même majeur là, sur l'avenir du client. Donc, c'est important aussi la rédaction de rapports à ce niveau-là. Concrètement, comment on travaille avec cette problématique-là? Bien, il y a
on doit rapidement établir une alliance avec l'étudiant. Alors moi, la façon que je fais ça, c'est que je vais vers l'étudiant, je lui demande beaucoup de me parler de son vécu avec sa problématique médicale. J'évite en premier lieu d'avoir des idées déjà préconçues de comment ça se mentionne, ces symptômes chez lui. J'essaie plutôt de lui demander comment ça se mentionne et avec les symptômes, bien là, je peux faire le lien des possibles difficultés qu'il va rencontrer à l'université et aussi ressortir les forces qui vont être utiles pour justement dépasser ces difficultés et arriver au niveau de réussir ses cours comme tous les autres étudiants. Ça, c'est la première chose qui est importante. Alors, les interventions concrètes face aux problématiques, c'est sûr qu'au niveau de la déficience, l'intervention la plus concrète, c'est d'aller chercher de l'information sur le diagnostic, les impacts du diagnostic auprès des intervenants qui font les évaluations. Donc, souvent, en tout cas ici, c'est ergothérapeute, physiothérapeute, neuropsychologue, toute l'équipe médicale qui peut nous faire un bon portrait là, des capacités et incapacités de la personne. Alors, pour la problématique du deuil, c'est sûr que la façon d'intervenir, c'est faire preuve de beaucoup d'écoute et d'empathie. Puis en même temps, en écoutant le récit du client, parce qu'au niveau des accidentés de la route, les gens en viennent à se définir beaucoup par leur accident, par leurs symptômes physiques. Donc, il y a une partie où on doit prendre ça en considération et on doit faire preuve vraiment d'une bonne écoute parce que le client est content de nous raconter ce que ça change dans sa vie, ce que ça change dans son quotidien, parce que l'impact d'un accident, en fait, c'est pas seulement sur le travail, mais c'est dans toutes les sphères de la vie. Donc, il y a un apport effectivement très important au niveau du counseling, au niveau de l'écoute active avec le client. Alors, à partir de là, on bâtit ensemble un plan d'intervention, un plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est pour passer par-dessus ces difficultés. Donc, là, il faut être vraiment créatif parce que il n'y a pas de plan d'action par rapport à une problématique. C'est plutôt par rapport à une personne, de comment il me mentionne ces symptômes. Donc, vraiment, j'y vais de façon personnalisée et on trouve autour de lui ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Que ça soit concrète en ce qui concerne l'adaptation psychologique, disons, de la personne. On va faire une évaluation de son fonctionnement psychologique, de ses ressources personnelles, par des entrevues d'évaluation. Aussi, il y a du testing aussi qui va se faire à ce moment-là. Il y a des entrevues de counseling psychologique qui vont se faire pour soutenir la personne là, dans son processus d'adaptation qui vit plusieurs deuils. Il peut y avoir aussi des entrevues de psychothérapie sur des problématiques de santé mentale. Ça, c'est en conformité avec les actes réservés de la loi 21. Ça, c'est nouveau là, depuis le mois de juin dernier. Et puis, c'est sûr que dans les interventions concrètes, on a à élaborer une opinion pronostique sur les capacités de mobilisation de la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne qui va réussir à se mobiliser là, pour faire des démarches d'intégration, soit dans un milieu scolaire ou sur le marché du travail? Par la suite, au niveau de la démarche, bien, en fait, on utilise ce qu'on appelle l'approche concentrique. L'approche concentrique, c'est qu'on doit travailler, dans le fond, avec l'emploi dans un cadre de la SAAC. Pour la CSST, c'est quelque chose de différent, mais dans un cadre de la SAAC, c'est de partir, en fait, de la personne. Donc, de l'emploi que la personne faisait actuellement au moment de l'accident. Et par la suite, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a le plus proche de cet emploi-là, qu'elle pourrait faire actuellement déjà avec les compétences qu'elle a. Si on se rend compte qu'il n'y a rien qui correspond à son profil de limitation fonctionnelle, à ce moment-là, bien, on élargit un petit peu. Donc, on va aller vers peut-être d'autres domaines, d'autres types d'emplois, peut-être possibilité de refaire une formation. Mais c'est vraiment de commencer par l'emploi que la personne faisait et d'élargir pour essayer, dans le fond, le plus possible d'avoir un emploi qui corresponde aux limitations fonctionnelles de la personne, à son niveau de scolarité, aussi à ses intérêts le plus possible. Donc ça, c'est l'approche, dans le fond, qu'on utilise là, au niveau de la clientèle SAAC. Bon, alors les interventions en orientation scolaire et professionnelle en réadaptation,
consiste à explorer les intérêts, les traits de personnalité, les valeurs, les aspirations de la personne, mais aussi en réadaptation, c'est sûr qu'il faut tenir compte des capacités et des incapacités suite aux séquelles de l'accident. Il faut aussi tenir compte de l'employabilité, c'est-à-dire ce que mon client possède les préalables généraux à l'employabilité. On parle ici d'autonomie, autonomie sociale, par exemple, au niveau des placements. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de se déplacer facilement, soit avec son véhicule ou soit avec le transport en commun? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'être autonome dans la prise de ses rendez-vous? Alors, c'est tous des critères qu'il faut tenir compte là, lors du processus d'orientation. Il y a aussi l'identification du choix de carrière qui, compte tenu du fait que ça fait peu de temps que la personne a subi son accident, ne connaît pas toujours bien ses nouvelles capacités et incapacités. Donc, le choix de carrière, parfois, peut s'avérer peu réaliste en fonction de sa nouvelle condition. Alors, à ce moment-là, je vais demander à mon client d'aller valider auprès d'un intervenant, disons, d'une discipline plus médicale, soit physiothérapeute ou médecin, une opinion face à son choix de carrière. C'est sûr que cette démarche-là peut amener une remise en question du choix de carrière. Donc, il va y avoir un processus de counseling qui va s'en suivre. Donc, le processus en orientation est souvent enchevêtré d'entrevues, je dirais, plus d'exploration professionnelle et d'entrevues de counseling pour aider la personne à s'adapter à sa nouvelle condition et à traverser un peu toutes les étapes là, reliées au deuil. Le processus d'orientation aussi consiste à faire un suivi scolaire parce que le jeune qui retourne aux études peu de temps après son accident, ici encore, connaît peu ses nouvelles capacités et s'attend souvent à ce que sa performance soit à peu près équivalente à celle qu'il avait avant son accident. Donc, c'est au fur et à mesure de son intégration et du retour aux études que les séquelles reliées au traumatisme crânien, qui sont habituellement une diminution de l'endurance cognitive, des problèmes d'attention, concentration, de mémoire, de planification, d'organisation, qui vont nuire à l'apprentissage et donc qui vont remettre en question les aspirations professionnelles du client. Et ici encore, les entrevues d'orientation vont être enchevêtrées d'entrevues de counseling psychologique pour éventuellement en arriver à un choix de carrière là, le plus près possible de ses capacités. C'est tout un travail, tout un défi pour l'étudiant, mais je pense que quand il arrive ici et qu'il travaille avec quelqu'un qui, je pense que notre formation nous aide beaucoup là-dessus et la loi 21, je pense qu'elle a été très importante, que de permettre aux conseillers d'orientation de mettre toutes leurs compétences à l'œuvre pour cette clientèle-là qui est fragilisée, stigmatisée et qui a besoin de soutien particulier dans un cheminement professionnel et scolaire. Alors, je dirais une des principales difficultés, c'est travailler avec le processus de deuil du client parce que c'est pas tous les clients qui sont rendus au même endroit au même moment. Donc, des fois, le processus de deuil va prendre un petit peu plus de place dans la démarche d'orientation. Il y a aussi le fait que le client, lorsqu'il est référé, on peut dire des fois, il y a une clientèle qui est non volontaire. Donc, ils sont référents en orientation parce qu'il n'y a pas nécessairement actuellement de possibilités pour eux. Donc, le conseiller en réadaptation veut cibler d'autres pistes d'emploi et ou de formation. Et à ce moment-là, il y en a qui viennent un petit peu plus par obligation, qui ne voient pas nécessairement là, le sens de faire tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est de les amener tranquillement à être capable de voir l'importance de leur démarche d'orientation et surtout leur implication à travers tout ça parce que ça va avoir des impacts sur leur vie future. Bien, les difficultés, moi j'aime toujours dire ça, que c'est plus un défi, mais c'est aussi, par moments, on peut vivre de l'impuissance parce que les gens, les étudiants nous arrivent avec des rêves et souvent on peut voir que ça va être difficile de le réaliser de la façon que lui l'aborde. C'est pas tellement comme
l'obliger à s'en aller complètement ailleurs, mais ça demande quelquefois d'expliquer à l'étudiant qu'on va peut-être passer à un plan B ou un plan C. Donc, on a toute la déception qui est dit par les étudiants. Et moi, je pense que c'est quelque chose des fois de lourd à porter. En tout cas, ça me touche toujours beaucoup. Si je parle des difficultés reliées à la déficience, régulièrement, l'individu va présenter plusieurs déficiences. C'est-à-dire, il y a la déficience physique, mais il y a aussi, c'est souvent associé à un trouble un problème de santé mentale. Il y a aussi des difficultés d'apprentissage, des problèmes de toxicomanie. Donc, on a à travailler avec une complexité de problématiques. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler en équipe multidisciplinaire, interdisciplinaire, pour qu'on puisse partager nos observations, on puisse fixer des objectifs communs. Il y a aussi, au niveau des problématiques, le fait que des fois, ce qui peut être difficile, c'est d'arriver au fait qu'il n'y en a pas de solution. Avec le profil de limitation fonctionnelle, avec le niveau de scolarité, avec les expériences du travail du client, avec les perspectives professionnelles sur le marché actuellement, il y a parfois dans certaines démarches où on arrive au fait qu'il n'y a pas d'emploi possible. Ça, c'est une difficulté aussi, peut-être plus pour le conseiller d'orientation, en fait, que pour le client. Mais ça arrive effectivement des fois. Puis, dans le mandat qui nous est confié, c'est sûr que dans l'idéal, c'est d'arriver à des pistes d'emploi tout de même. Donc, des fois, on se retrouve un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Donc, entre l'organisme payeur, en fait, qui est la SAC, puis entre le client et tout son bagage, donc le profil, les intérêts, bon, etc., qui fait qu'on n'arrive à aucune correspondance. Donc ça fait partie des choses un petit peu plus difficiles des fois à gérer lorsqu'on ne trouve pas de solution là, au niveau de l'emploi possible à suggérer. Les difficultés rencontrées aussi plus reliées à la personne et à son mode d'adaptation, c'est que les difficultés, disons, d'adaptation présentes et normales au début peuvent perturber dans le temps puis se chroniciser. Donc, on voit des individus là, qui deviennent avec un niveau, par exemple, un niveau d'anxiété très, très élevé ou qui peuvent faire des dépressions. Parfois, on a même des clientèles à risque suicidaire. Ça peut être des clients qui vont transposer aussi leur charge agressive sur nous. Ça peut être des personnes qui demeurent plus dans la négation, donc négation des symptômes, ça implique ça va être difficile de faire passer nos messages puis les recommandations là, qu'on souhaite qu'ils réalisent. La stigmatisation, autant vers mes collègues, les gens qui m'entourent, ce travail-là qui n'est pas toujours facile à défoncer les portes. Il y a les structures aussi financières qu'on offre aux étudiants. Là aussi, on n'a pas suivi la vague d'arrivage de ces étudiants-là à l'université, donc essayer de trouver des façons créatives pour les aider à poursuivre, que ce soit des fois des questionnements plus financiers, des questionnements plus de suivi médicaux, de les maintenir aux études tout en respectant qu'ils ont des fois des hospitalisations, de la médication à prendre, des effets secondaires, des absences possibles. Alors ça, c'est des fois des difficultés que je trouve dans notre travail qui est présent. Mais ça pousse l'intervenant à se dépasser constamment. Moi, j'aime ça beaucoup. Voilà. Bon, alors, les meilleurs conseils pour un étudiant qui aimerait travailler en réadaptation, dans le secteur de la réadaptation, c'est sûr que le premier conseil, c'est de faire un stage clinique dans le milieu. Je trouve que c'est une très bonne place là, pour connaître les différents types d'interventions, le rôle du conseiller d'orientation.
Et puis, il y a aussi, on peut faire du bénévolat aussi. Il y a différentes associations qui desservent toutes sortes de clientèles. Donc, c'est un autre bon moyen là, de s'initier aux problématiques là, des clientèles. Travailler beaucoup l'alliance rapide auprès de toute clientèle. Moi, je pense que ce qui nous gagne, comment on gagne rapidement en termes d'efficacité de l'intervention, c'est d'avoir une alliance rapide avec la personne qu'on rencontre. Aussi, aller chercher sa vision de sa situation et aussi aller vers notre rôle de psychoéducation, dans le sens de s'informer de ce qui se passe dans notre domaine d'intervention. Moi, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup des nouvelles découvertes, des études dans mon domaine pour informer les étudiants et relativer un petit peu, démystifier les problématiques qu'ils vivent par rapport à leurs problématiques. Les conseils, en fait, que j'aurais à donner pour ceux qui veulent s'en aller vers le volet réadaptation. Il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de la réadaptation. C'est sûr qu'il y a l'aspect counseling qui est vraiment très important. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut développer aussi au fil du temps, c'est, je dirais, une excellente connaissance de repères. Repères, en fait, c'est la Bible. Au niveau de la SAAC, il se fie à repères. Donc, il faut développer vraiment une bonne connaissance de repères, une bonne connaissance des monographies, de toutes les particularités qui s'y trouvent. Est-ce qu'il y a des risques au niveau vertébraux? C'est quoi les limitations fonctionnelles? C'est quoi le matériel utilisé? Parce qu'avant de choisir un emploi, en fait, la SAAC se base vraiment sur la définition qu'il y a dans la monographie repères. Donc, ça, c'est important. Connaissance aussi de la CNP. Encore là, pour avoir d'autres définitions. Repère est plus spécifique à un emploi. La CNP, souvent, on retrouve des descriptions qui sont beaucoup plus génériques. Donc, c'est important de connaître les deux, des fois, pour ne pas les confondre aussi, puis pour pouvoir donner de la bonne information au client. L'information scolaire, super important. J'aurais jamais cru au départ que c'était si important, l'information scolaire, mais oui, parce que toujours dans un volet réadaptation, il faut essayer souvent de trouver les formations qui sont le plus courtes possible puis qui sont le plus adaptées possible aux clients. Donc, sans maîtrise d'information scolaire, en fait, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous à connaître. Puis, un petit peu la terminologie médicale, connaître les médicaments, connaître au niveau des différents types de blessures, toutes les descriptions qui sont dans les profils de limitation fonctionnelle, en fait, comment ça fonctionne, ça veut dire quoi? Éviter, fréquent, des tâches répétitives, ça a toutes des définitions, bref, qu'il faut connaître avec le temps aussi, question de faire vraiment un bon travail. C'est sûr qu'il faut avoir, je pense, la passion du métier et la passion de travailler avec une clientèle qui est un peu différente puis qui a quand même des problématiques là, qui sont quand même variées. Donc, résumé de tout ça, counseling, information scolaire, repères.